Bonjour Martial, Bonjour. tu as obtenu le prix du Conseil constitutionnel pour cette résidence à Damas 2025 au château de Gouttelain. Alors c'est un prix qui vient couronner ta thèse de doctorat. Est-ce que tu peux nous expliquer son contenu et ses principaux enseignements? Oui, alors c'est un travail qui s'est entamé à partir de l'ouverture d'un fonds d'archives aux Archives nationales, qui est le fonds des présidences de Gaulle, donc de 1959 à 1969. Et c'est à partir de l'ouverture, enfin, du fait que ces archives ont été rendues publiques, que j'ai commencé à travailler, que je me suis intéressée à nouveau, parce que c'est un sujet qui avait déjà été traité, hein, à ces 10 premières années de la Ve République, à cette période un petit peu de fondation et de précision du régime. Donc l'idée, c'était d'aller rechercher dans ces archives les différents éléments qui permettaient de comprendre euh, pourquoi et comment les acteurs des débuts de la Ve République avaient interprété les dispositions du texte adopté par référendum en 1958. Donc, l'étude commence à partir de 1959, c'est-à-dire une fois la période de transition terminée, pour vraiment s'intéresser à la mise en place du système de gouvernement. Donc, pas du tout à la période de transition. C'est vraiment la période subséquente que j'ai pu étudier. Donc l'idée, c'était de rechercher comment le système de gouvernement s'était mis en place au travers des relations institutionnelles telles qu'elles sont mises en scène un petit peu dans ces différents documents d'archives. Donc documents d'archives qui regroupent globalement donc de la correspondance institutionnelle entre les membres de la présidence, qui sont donc le président de la République lui-même, mais aussi ses différents conseillers, notamment dans le sous-fond spécifiquement consacré au secrétariat général de la présidence, où on trouve vraiment tous les conseillers des questions constitutionnelles, juridiques et des questions relatives à l'État. Dans ce fonds-là, on va avoir donc des échanges institutionnels, on va avoir également des notes des conseillers de la présidence à destination de la présidence elle-même, donc du chef de l'État, sur notamment différentes interprétations précisément des textes constitutionnels. Et enfin, des notes évidemment du général de Gaulle lui-même, destinées soit à ses conseillers pour leur demander telle ou telle étude, mais également parfois à ses ministres, premiers ministres, ou encore destinés indirectement la plupart du temps à d'autres institutions, telles que le Parlement, le Conseil d'État, etc. Donc on retrouve tous ces documents, et dans ces documents donc, se met en scène en quelque sorte la précision progressive des dispositions constitutionnelles adoptées en 1958. Donc on va retrouver dans ces documents d'archives différents éléments qui permettent de comprendre les arbitrages qui ont été réalisés entre différentes interprétations possibles des dispositions constitutionnelles. L'exemple type, c'est 1962, l'automne 1962, avec la question de la révision de la Constitution par l'article 11, où on voit en fait dans les archives que les conseillers de la présidence elle-même, avaient d'abord envisagé une modification de la Constitution par l'article 89. On a des documents qui s'appellent réellement tentatives d'interprétation de l'article 89 de la Constitution, par lesquels la présidence, l'exécutif, essaie de proposer une interprétation de l'article 89 qui permettrait de faire passer sa réforme. Bon, cette interprétation-là, elle a de fait été abandonnée, puisqu'on a finalement utilisé l'article 11 pour modifier la Constitution, mais on voit qu'il y a une véritable volonté de proposer des interprétations des textes constitutionnels, et surtout, et c'était un petit peu ça que je voulais essayer de montrer dans ma thèse, de rattacher la pratique de l'exécutif aux dispositions constitutionnelles. Parce que le gros écueil de ces années-là, c'est qu'on a souvent dit qu'en réalité, la pratique constitutionnelle gaulliste était complètement détachée du texte, voire qu'elle constituait parfois une violation de la Constitution. Et le travail sur ces archives permet de montrer qu'en réalité, on ne peut pas vraiment parler de violation de la Constitution, puisqu'il y a systématiquement une volonté d'imputer le comportement des acteurs au texte constitutionnel. Et donc, en fait, ce que montrent les archives, c'est que, bien évidemment, les archives étudiées, mises en rapport avec les différents textes dont on disposait déjà, de doctrine, mais aussi les mémoires des acteurs, etc. Ce que ça montre, ces éléments-là, du point de vue de 1962, c'est qu'on va avoir en fait une normalisation à pratique constante de ces interprétations constitutionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, passé la révision de 1962, il y a un abandon global par les commentateurs de la notion de violation de la Constitution, et on va plutôt s'intéresser aux différentes manières d'interpréter le texte. Donc en fait, on
arrête de dire ce qui se disait quand même jusqu'à 1962, qu'on était dans le cadre d'une pratique un petit peu exceptionnelle, notamment pour la résolution de la guerre d'Algérie, et on passe plutôt vers une espèce de relativisme constitutionnel où il est possible de critiquer les interprétations de l'exécutif, mais tout en considérant qu'elles sont tout de même des interprétations de la Constitution et qu'elles ne constituent donc pas une violation de la Constitution. Donc ça, c'est la première partie du travail, essayer de regarder un peu par ces différentes interprétations qu'on retrouve dans les documents d'archives, comment s'est mise en place la pratique constitutionnelle des premières années, comment se précise le système de gouvernement. Et la seconde partie de la thèse, qui est une étude plus de théorie constitutionnelle, qui sort donc un petit peu de ce qui pourrait s'apparenter, même s'il y a un gros aspect interprétation de la Constitution qui remet en cause cet aspect-là, mais qui pourrait quand même un petit peu s'apparenter, en tout cas au premier abord, à une étude historique. Donc cette seconde partie, qui est vraiment une étude de théorie constitutionnelle, elle vise à essayer de déterminer, à partir des éléments qu'on retrouve dans les archives, donc dégagés dans la première partie de la thèse, à essayer de requalifier le régime de la Ve République en tentant de comprendre quel était finalement le projet gaulliste en général qui a justement présidé à ces différentes interprétations. Voilà. Très bien. Est-ce que les résultats de ta recherche ou les enseignements que tu en as tirés peuvent avoir une incidence encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont utiles pour résoudre les problèmes constitutionnels qui peuvent se poser une soixantaine d'années plus tard? Il me semble que oui, en tout cas, s'il y a un apport de la thèse du point de vue du droit constitutionnel, c'est que j'ai essayé vraiment de montrer qu'en changeant un petit peu l'angle par lequel on regardait ce régime de la Ve République, en sortant de cette espèce d'aporie dans laquelle on est entré et qui nous empêche de qualifier exactement le régime. On est toujours dans une hésitation entre régime parlementaire, on a des qualifications telles que régime semi-présidentiel, etc., qui sont fondées sur les regards qu'on porte sur les institutions et sur une potentielle hiérarchisation parfois de ces institutions dans leur rapport. En changeant l'angle par lequel on regarde le régime et en se fondant justement sur ce projet gaulliste qui était quand même dans un premier temps orienté vers le renforcement de l'État, comment on peut avoir un regard un petit peu plus exhaustif sur le fonctionnement du régime de la Ve République. Et précisément, quand on regarde par le prisme de ce renforcement de l'État, de ce projet gaulliste, les institutions de la Ve République, dans leur première mise en œuvre, mais encore aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la présidence de la République, elle n'est, enfin en tout cas la force de la présidence de la République dans les premières années, elle n'est que la conséquence institutionnelle de ce renforcement de l'État. C'est-à-dire qu'on a voulu, dans l'organisation des pouvoirs, permettre une expression de l'État la plus univoque possible. Et pour ce faire, on a mis en place un organe d'expression privilégiée de la volonté de l'État. Et cet organe d'expression privilégiée de la volonté de l'État, dans les premières années, c'est la présidence de la République. Alors on pourrait penser qu'avec notamment les cohabitations, on est revenu un petit peu sur ce modèle-là, pardon. Mais en réalité, il me semble que ça n'est pas tout à fait vrai et que, encore dans la situation actuelle d'ailleurs, on peut retrouver des séquelles de ce projet initial, dans le sens où on se rend compte, sous les cohabitations, qu'en réalité, c'est plutôt le Premier ministre qui va exercer ce rôle d'organe privilégié de la volonté de l'État, mais il ne disparaît pas. Cette conséquence institutionnelle du projet initial ne disparaît pas, simplement elle change d'institution. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même s'interroger sur la question de savoir si les problématiques qu'on connaît avec l'absence de majorité, par exemple, etc., ne sont pas liées justement à l'indétermination actuelle de l'organe qui doit exercer cette fonction. Merci beaucoup de nous avoir ainsi partagé tes recherches et bonne chance pour la suite, qu'on imagine très fructueuse. Merci beaucoup, Martia. Merci beaucoup.